je l'ai pondu dans la soirée, parce que déjà j'étais en train d'écrire un truc sur justement le mouvement. Je suis en permanence dans tous mes textes, dans le mouvement et tout ça, dans le mouvement des hommes, dans le truc, ce qu'il y a de plus naturel chez les hommes, c'est-à-dire bouger. Et donc j'ai commis le texte dans une nuit pour pouvoir le rendre à temps. Et justement ça c'est quelque chose de fort, puisque ça veut dire que je me suis arraché, parce qu'on ne peut pas écrire vite quand on n'est pas possédé par quelque chose. Donc je me suis arraché pour l'écrire et pour le donner à temps. Et c'est après que l'ensemble des textes a germé quelque chose en moi, c'est-à-dire au moment où j'ai reçu l'ensemble de tous les textes. C'était magnifique. Moi j'adore, enfin moi je suis d'abord un lecteur, et ce que j'aime c'est les textes des autres, quoi. Donc ton texte magnifique, quoi, c'est-à-dire le contrepoint parfait pour illustrer justement le contrepoint pour illustrer le point. J'ai trouvé ça tellement génial, et j'ai été jaloux que Denis n'aurait pas pensé. Bon, le texte du Wilfried, comme à la Wilfried, très enlevé, très sensible et tout ça. Moi j'aime beaucoup les textes des autres, et c'est comme ça que ce livre a commencé à prendre forme dans ma tête. C'est quand j'ai commencé à lire les textes des autres, quoi. Et j'ai trouvé ça tellement varié, tellement riche, tellement fort. Et c'est pas mon premier texte commun comme ça sur ce genre de sujet, mais là il s'est vraiment passé quelque chose qui m'a, on va dire, qui m'a jeté dans le moule du texte, et je suis bien content d'être là pour en parler, en tout cas de mon point de vue. Voilà. Super. Alors Gosse, vous êtes ivoirien, et Wilfried Sondé est français et congolais. J'y vois un peu quand même. Juste, il a sorti son passeport français à l'Italie. Ah, très bien. Parce que... Parce que le passeport, la nationalité est une commodité administrative, qu'elle n'a rien à voir avec les temps et les êtres des gens. Voilà. Moi, dans chaque pays où je vais, je demande comment on fait pour avoir la nationalité. Donc en ce moment-là, je suis en instance d'avoir potentiellement une vingtaine de nationalités. J'ai demandé la nationalité malienne, haïtienne, togolaise, canadienne, hollandaise. Hollandais, je pense que l'année prochaine, je vais l'avoir. Donc voilà. S'ils veulent des papiers, ben, on va demander des papiers. C'est ça la question. Mais vous, Wilfried Sondé, c'est des villes, hein, Brazzaville, Paris, Berlin. Donc vous avez vécu beaucoup dans ce triangle-là, en quelque sorte. Vous êtes né en France, je crois. Non, je suis né à Brazzaville. Alors d'abord, bonsoir à toutes. Il y a une majorité de femmes, donc il convient de féminiser tout ça. Non, ce sont les nouvelles règles de la langue française. Oui, c'est comme ça. Hein. Et oui, alors justement, oui, quand vous dites, oui, vous avez posé le doigt sur cette affaire d'appartenance, et on est vraiment en plein dans les interrogations autour de la migration massive. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup chez SOS Méditerranée, c'est que voilà, leur action va au-delà des appartenances, si ce n'est l'appartenance au genre humain. Et j'y crois, vraiment. Moi, mon aventure avec eux, ça a commencé par le fait qu'on m'a demandé de devenir soutien de SOS Méditerranée. J'ai accepté parce que je trouve admirable leur démarche, voilà, qui consiste tout simplement à sauver des gens qui risquent de mourir. Et une fois que j'ai accepté, je leur ai demandé mais comment est-ce que je pourrais faire pour apporter ma pierre. Alors ça a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et quand est venue cette idée d'écrire, là j'étais dans mon élément. Et c'est assez extraordinaire pour moi d'avoir écrit pour ce recueil de textes et de le présenter à Tunis, parce qu'il y a 1 an et demi, il y a eu une exposition photo dans l'Institut français de Tunis pour laquelle j'avais écrit des textes. Donc, et c'était une exposition sur le thème des frontières. Alors, entre parenthèses, c'est une exposition qui va devenir un livre, qui sortira en 2021, mais j'en parle pour dire que j'avais commencé à m'interroger sur l'écriture par rapport à la migration massive.
Donc voilà, quand on m'a demandé d'écrire un roman, c'était pas une inspiration nouvelle, c'était une inspiration ancienne qui trouvait là son expression. Et voilà, et j'ai tenu à... Alors, c'est bien aimé aussi l'ensemble des textes, parce que c'est vrai c'est une question qui est très vaste, qui va... Alors, le focus, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est sauver des vies, parce qu'à l'heure où on parle, il y a des gens qui ne sont pas très loin, parce qu'on est, on est sur la Méditerranée, il y a des gens qui risquent de mourir simplement parce qu'elles souhaitent vivre une meilleure vie. Ah, donc il ne faut pas qu'on oublie ça. Mais après, oui, la migration dont on est témoin au XXIe siècle pose des tas de questions par rapport à l'appartenance, par rapport à ce que devraient être nos valeurs. Oui, et vous avez quand même joué avec la mer de sable et la mer liquide, les murs qu'on peut rencontrer, le désespoir qui peuvent vous guetter, mais il y a au fond un message d'espoir dans cette nouvelle. Oui, j'ai coutume de dire que ça se passera mieux demain. Et tout ça est fonction de ce qu'on fera et surtout de la manière dont on le fera. Voilà, je suis très d'accord avec Gauze, ce qu'il y a là. Mais quand tu dis que le mouvement est l'adage de l'humain, je dis que je n'ai pas de racines, j'ai des jambes. Voilà, et je doute fort que quiconque ici ait des racines, mais on a tous des jambes. Voilà. Et finalement, nous sommes tous le fruit de migration. Et c'est quelque chose d'assez inquiétant de considérer au XXIe siècle que la migration est un problème. Je regardais encore avant-hier un documentaire sur le néolithique. Chacun s'occupe avec ce qu'il aime. Moi, je m'intéresse au néolithique. Et voilà, alors, toutes les populations d'Europe sont le fruit de migrations moyen-orientales qui sont elles-mêmes le fruit de migration africaine. Donc après, c'est une question d'échelle. Enfin, je ne vais pas m'éterniser, parce que je suis très content de retrouver ma collègue. Non, on va l'écouter. D'ailleurs, je suis chargé de lui transmettre au moins une cinquantaine de messages de bienvenue en général et de félicitations sur les articles dans Jeune Afrique. Voilà. C'est transmis publiquement, comme on m'a demandé de le faire. Merci. Alors, pour ce que vous disiez tout à l'heure, moi, je ne collectionne pas les nationalités, je collectionne les éditeurs. C'est-à-dire que je n'ai pas de culte d'un seul éditeur, et je dis toujours, c'est ma façon d'être polygame. Eh bien, j'ai plusieurs éditeurs à la fois. Mais je ne collectionne pas non plus les causes. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai écrit couverte. C'est-à-dire que je ne m'impliquais pas dans certaines causes, je n'étais pas une militante. Et je pense que je reste quelqu'un qui n'a pas vraiment l'âme militante. Et pendant très longtemps, par exemple, j'écrivais sur les femmes, et quand on me posait la question « Est-ce que tu es féministe ?» Je disais « Ah non, je ne suis pas féministe. » Et je trouvais des parades, et je disais « Oui, je suis dans le féminin qui ne fait pas l'impasse sur la féminité. » Enfin, j'avais un peu ce discours-là, jusqu'au moment où il y a, depuis à peu près 5 ou 6 ans, j'ai vu que véritablement, il y a une problématique. Et que les femmes sont, contrairement à ce qu'on voit, en voie de recul pour les droits partout dans le monde, pas seulement dans le Sud, mais dans les pays du Nord aussi. Donc, mais ce qui m'empêchait aussi d'une autre façon de rester dans cette solitude de l'écriture et presque dans je ne dirais pas un monologue, mais une compagnie de moi-même qui était assez confortable, c'est que je n'aime pas non plus me mettre d'un côté ou de l'autre, parce que ça veut dire qu'il y a des coupables et des victimes. Et moi, je n'aime pas du tout la victimisation, et ça, ceux qui me lisent dans Jeune Afrique, justement, savent à quel point, quand en France on dit « Ah, les pauvres musulmans », eh bien je dis non, nous ne sommes pas pauvres, nous sommes aussi, nous avons tort aussi sur certains points. Pour moi, c'est la seule façon d'être sujet de son histoire, c'est de dire « mea culpa, moi aussi ». Je ne suis pas que victime, je peux être aussi coupable. Et d'autant plus que je vais vous dire, 2 choses pour lesquelles, petit à petit, les choses, hein, ça mûrit, on réfléchit. Une fois, j'étais au Mali, et avec Étonnant Voyageur,
Et avec Étonnant Voyageur, on vous emmène généralement dans plusieurs lycées ou collèges. Qui est un Et comme ça, festival. oui. Qui est un festival littéraire. Et comme ça, vous parlez aux élèves. Et je me souviens, il y avait une école, c'était d'une grande pauvreté, il n'y avait même pas de fenêtre, les gosses venaient pieds nus, etc. Et puis, donc, j'avais une centaine d'élèves devant moi. Et donc, j'ai passé à peu près tout le temps que j'avais, peut-être 3/4 d'heure, 1 heure, à leur dire mais vous savez, l'Afrique, il faut absolument que ces enfants la portent. L'avenir, c'est vous. Vous n'avez pas besoin de partir. Parce que sinon, le pays ne peut pas se conjuguer tout seul. Vous êtes son espoir, etc. Enfin, j'avais les mots qu'il fallait. Et puis quand j'ai terminé, le premier petit doigt qui s'est levé, le gamin m'a demandé, Madame, oui, parce que j'ai fait aussi une sorte de... Je ne sais pas si c'est du regret ou du remords. J'ai dit, ben, écoutez, maintenant, je me demande si je devais partir de Tunisie maintenant. Est-ce que je l'aurais fait? Et donc, j'insinuais le doute. Et quand j'ai terminé, le gamin a dit, Madame, c'était la question, qu'avez-vous fait pour obtenir le visa pour la France? Et là, je me suis dit que j'avais complètement échoué. Donc, il y avait de quoi me dire, bon, allez, rentre dans ta maison, ton bureau, et t'es à côté du monde. Et il y a à peu près 6-8 mois, j'étais au Maroc. J'étais dans un taxi, le chauffeur qui avait l'air jeune, qui avait l'air en bonne santé, en forme et tout. Et à un moment, il a commencé à me raconter comment il a voulu brûler, comment il a voulu brûler 5 ou 6 fois. Et à un moment, je dis, mais quand même, tu n'as pas peur, mais pourquoi? Il a dit, voilà, et demain, je vais le refaire. Et je pose la question, mais tu vas te noyer. Et là, il me dit, mais ma soeur, mais je me noie déjà. Et là, j'ai commencé à réfléchir à la chose. Je me dis, tiens, mais alors, il se noie pourquoi? Parce que j'étais dans une logique qui disait, mais nous n'avons qu'à rester dans nos pays. Mais nous avons un devoir vis-à-vis de nos pays. Mais c'est une question de dignité. Quand on va là-bas, on la perd. C'est ça aussi la problématique. C'est pas qu'une question d'argent. Moi, je peux vivre et mourir à côté d'un pied d'olivier, mais en voyant mes parents, voilà, j'étais dans ce... Je me suis dit, il y a autre chose qui est demandé. Et c'est comme ça que l'idée d'anonymat, on part pour autre chose que pour gagner sa vie, que pour l'argent, que pour le sexe. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un impératif, entre guillemets, philosophique, ou je ne sais pas quoi, en tout cas existentiel, qui compte autant que le pain, en fin de compte. Et j'ai appelé ça la liberté et l'anonymat. Et dernière chose que je veux dire, qui m'a décidé, c'est que je venais de sortir du bouquin d'une copine qui est avocate, qu'on voit souvent, qui est tunisienne, qu'on voit souvent à la télévision, qui s'appelle Samia Martouf. Et Samia est l'avocate des clandestins. Donc elle a des histoires extraordinaires sur les clandestins, et notamment quand ils arrivent, et on les ramène par exemple à Paris, et ils ne savent pas. Et quand et le palais de justice, il faut passer sur la Seine. Et là, ils demandent, c'est la mer, on est arrivé, des choses comme ça. Et c'est elle donc qui m'a raconté l'histoire dont je parle dans ce livre. Et quand on m'a demandé de le faire, j'ai dit, allez, on y va. Mais après, je vous parlerai d'une autre Méditerranée que de la Méditerranée cimetière, comme tu en as parlé tout à l'heure. Très bien, en reprenant le propos de Nathalie de Vissane et Caroline Moine, en fait, hein, c'est leur expression, la Méditerranée est-elle devenue un cimetière? Juste une petite question, vous revenez d'Asie, hein, et c'est pour le rayonnement de la langue française. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques mots à ce propos, avant de refaire notre propos? Alors j'étais à Bakou, non, c'était pas du tout, ça n'avait rien à voir avec la francophonie, c'était un reportage pour France 2 pour l'émission Islam du matin. Et donc c'était pour donner un point de vue sur l'Azerbaïdjan, qui est un pays à 95% musulman, où l'islam asiatique est tellement différent de l'islam arabe, et c'est un État laïque. Et j'ai adoré ce pays, en tout cas Bakou où j'étais, parce que voilà, j'étais dans un pays où les filles ne se voilaient pas, où les seules qui étaient voilées étaient dans l'hôtel où je suis, parce que c'est un pays où il y a beaucoup de touristes du Golfe. Et donc, les dames... Mais sinon, c'est un pays laïque, c'est-à-dire que la religion et l'État sont séparés. Donc, ça m'avait fait plaisir, mais en fait, ce n'était pas du tout pour la francophonie. Mais je vous parlerai d'une autre Méditerranée à laquelle j'ai assisté hier. Hier, on a remis le prix, l'OIF, là, donc on est dans la francophonie,
a remis le prix de la traduction. De l'arabe au français, généralement, du français en arabe. Là, en l'occurrence, c'était de l'arabe au français. Et le livre a été donné à un Libanais. Et c'est un livre extraordinaire. Je n'ai pas compris le genre. Parce que ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas du roman. Et puis ce type-là commence à vous raconter la Méditerranée. Mais là, on est dans l'Odyssée et dans l'idée méditerranéenne, telle qu'elle a été flamboyante et jusque il y a quelques années. Et là, on se dit, mais quand même, c'est notre terre, c'est notre territoire, même si c'est la mer. Et que tous, on se retrouve à un moment ou à un autre. Et que d'un côté et de l'autre, c'est de l'humain. Et lui raconte, par exemple, il commence par raconter l'histoire d'une Anglaise qui va mourir, Lady Esther Stanhope, c'est le 19e siècle, au Liban. Et puis, il repart en France, il fait partir Lamartine de Mâcon, qui va rencontrer cette femme au Liban. Après, il y a le Saint-Simonien enfantin, qui va rencontrer l'émirat Abdelkader, et qui dit, attendez, mais c'est le même peuple. Et là, c'est pour ça que je veux revenir à ce que nous avons fait, c'est-à-dire qu'on peut militer autrement, c'est-à-dire par la littérature. La littérature est une façon de dire les choses, les causes du monde, d'une façon qui n'est pas celle des politiques, mais qui est un angle tout à fait ouvert sur... Je pense qu'il y a une dimension de sincérité telle qu'elle dit les problématiques, qu'elle dit les tragédies autrement. Ce livre-là, moi je me suis dit, on nous a toutes ces idées d'union méditerranéenne, etc., que les politiques nous font, etc., mais c'est rien à côté de cette littérature qui tout d'un coup nous a restitué toute la Méditerranée, une Méditerranée justement qui était une Méditerranée des lettres, des rencontres, même s'il y avait des pirates, des courtisanes, etc., mais c'était là, ce n'est pas en tout cas la Méditerranée à laquelle nous assistons aujourd'hui, qui est dans une véritable scission. Tout à fait. Alors, vous élargissez les choses, hein, Wilfried Nsonde, on parle de Méditerranée, mais votre livre, il y a eu un très très bon accueil, c'est un océan, 2 mers et 3 continents. Et il y a eu un accueil formidable pour cet ouvrage. Oui, on peut le dire, oui, ce qui m'a ravi, hein, d'ailleurs. Oui, et la Méditerranée fait partie des 2 mers. Oui, c'est... alors, moi, alors peut-être... de par ma sociologie, de par mon parcours de vie, j'ai vraiment aujourd'hui du mal à compartimenter l'humanité et la Terre. J'ai envie vraiment de croire que nous évoluons vers des considérations beaucoup plus larges. Et c'est vrai que quand le SOS Méditerranée m'a demandé d'écrire ce texte, je ne pensais pas à la Méditerranée particulièrement. Voilà, parce que la migration le prouve, les gens qui s'embarquent aujourd'hui sur la Méditerranée viennent de très loin. Ils peuvent venir d'Éthiopie, d'Érythrée, du Congo, de partout. N'oublions pas aussi que les siècles de l'Empire romain, la Méditerranée était un espace, c'était un point dans un grand tout. Voilà. Après, je pense qu'il y a les questions qui se posent par rapport à la traversée de la Méditerranée telle qu'on la connaît. Il y a la question de l'accueil, hein, qui en France, par exemple, c'est extrêmement problématique. On arrive à des considérations très laides. Hein, des gens qui sont prêts à laisser d'autres mourir en Méditerranée plutôt que d'accoster sur les côtes. Il y a encore une fois le fait qu'il y a des gens qui sont en danger de mort, mais aussi, alors je ne me fais pas beaucoup d'amis en disant ça, mais il y a une question peut-être, alors pas très urgente, mais beaucoup plus fondamentale qui se pose, c'est comment se fait-il que tant de sociétés, tant de pays en Afrique subsaharienne ou non, n'ont plus rien à offrir à leurs ressortissants, tellement qu'ils sont obligés de fuir au risque de leur vie. J'aime bien quand tu dis que le taximan utilise une noix, déjà. Et ça, moi qui sillonne l'Afrique subsaharienne, surtout depuis 12 ans, ce qui me frappe, c'est ça. Voilà, alors, je n'ai pas de solution à ça, mais en tout cas, j'ai envie de poser cette question-là. Comment se fait-il que à Kinshasa,
à Brazzaville, à Niamey et dans d'autres villes, dans d'autres pays, personne n'est plus en mesure de proposer quelque chose d'attractif. Alors la question peut être naïve, mais je pense que ça vaut la peine de s'y penser. Tout à fait. Et vous, Gauze, votre dernier ouvrage paru, c'est aussi en 2018, et c'est Camarade Pape. Camarade Papa. Et c'est dans la même veine, dans ces problématiques-là, ou bien là, vous jouez une autre carte? Ouais, je vais faire vite autour de Camarade Papa, et puis après, je vais m'attaquer à Wilfried. Comme ça, ce serait intéressant. Donc, oui, c'est dans la même veine, sauf que le point de vue est différent. C'est-à-dire que la migration se passe de l'Europe vers l'Afrique. Donc, le 19e, la fin du 19e, voilà, où l'histoire d'un pauvre paysan français qui imagine son destin ailleurs que dans la France post-guerre de 1871, la France, la France de la Troisième République, qui n'offre rien aux campagnes. Donc il part de chez lui pour sublimer son destin ailleurs, et précisément en Afrique. Donc le mouvement contraire. Et en parallèle, l'histoire d'un gamin qui est le fils de militants communistes, au point où lui, il appelle son père Camarade Papa, qui se débarrasse de son fils en l'envoyant aussi en Afrique. Le gamin, il est totalement hollandais, puisqu'il est né là-bas, qu'il a grandi là-bas. Donc, il est envoyé aussi dans une perspective d'améliorer son destin ailleurs qu'en Europe, mais en Afrique. Donc voilà, c'est la problématique est la même, mais le sens n'est pas le même. Le sens est physique. Mais voilà, sinon c'est la même quintessence. Maintenant, pour revenir sur ce que disait Wilfried, sur le fait, ou bien toi, le fait qu'on se noie là, et que le monde, les nations de maintenant n'ont rien à proposer à leurs citoyens, c'est là qu'on n'est pas du tout d'accord. C'est là qu'on n'est pas du tout d'accord. Alors, absolument pas. L'Irak, Fallujah, tout ce que vous voulez, est un enfer incroyable. Ou bien la Syrie est un enfer incroyable, mais tout le monde ne fuit pas la Syrie. D'accord? Il y a des paradis en Afrique. La plupart des gens, quand ils bougent, par exemple, moi j'ai rencontré des Guinéens qui n'étaient pas forcément dans la merde. Je connais une femme qui a pris la Méditerranée, qui a pris le chemin du Sahara et de la Méditerranée en n'étant pas particulièrement dans l'imaginaire de trucs de la société qui l'empêche de bouger. Voilà. Sinon, tous ces pays-là seraient vides. Abidjan serait vide, Broma-Côté serait vide, Bakongo serait vide. Quelle que soit la situation, il y a toujours des gens qui vont bouger. Il y a des Suisses qui bougent. Il y a des Suisses qui quittent Genève en se disant « Mais putain, c'est pourri ici !» Qu'est-ce qui fait bouger les gens? C'est ça le truc. Et bizarrement, Wilfried il dit ça, il dit « J'ai pas de racines, j'ai des jambes ». Alors donc là, ça me ramène à la physiologie de l'humain. D'accord? On est fabriqué pour le mouvement. Les jambes qu'on a dans la nature, il y en a très peu qui ont ça. Le fessier, la sudation, c'est fait pour affronter, manger de la distance. De façon, c'est de la quintessence. Hein. Là, on rigole plus. Là. Il y a des hommes au pôle Nord. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui a dit à sa nana, putain, là-bas, on va changer notre destin. Oh, allons voir là-bas. Oui, mais on est bien ici. Mais non, mais là-bas, il fait moins 60 degrés le matin. Dès 8h du matin, il fait moins 60. Il y a des vents à Patagonie, il y a des gens dans le Sahara, il fait 50 degrés à 8h du matin. Il y a des gens qui sont là-bas. D'accord? Donc, quelles que soient les conditions qu'on met à un humain, il se pose toujours en lui la question du mouvement. La question du mouvement. L'Afrique dont Wilfried parle, en Côte d'Ivoire, il y a 60 ethnies. Il y a toujours quelqu'un qui bouge. Même ma grand-mère disait de Gagnoa, qui est une ville qui a 50 km, elle appelait ça la fin du monde. Elle bougeait, quoi. Et tu arrives là-bas, les gars, ils ne parlent pas la même langue. Ils ont fabriqué une autre culture. Ils ont fabriqué d'autres humains. Et c'est ça la quintessence. Donc tout le mouvement dont il parle là, qui est venu d'Afrique, machin et tout ça, machin,
C'est le moteur fondamental, c'est pas est-ce que je suis bien là ou est-ce que je ne suis pas bien là. En plus, il y a le cerveau qui domine tout ça. Le cerveau, sa fonction essentielle, c'est justement de gérer le mouvement. Le mouvement dans l'espace et dans le temps. Voilà, c'est ça notre essence. Et donc, fondamentalement, on bouge. Voilà. Oui, et Gosse va me faire regretter d'être sédentaire. En fait, c'est des nomades qui ont raison. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais un sédentaire, c'est un ancien nomade. Il ne faut jamais oublier ça. Bien sûr, c'est des sédentaires fondamentaux. Après, je pense que je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis moi-même, en fait, je passe ma vie à bouger. Je ne suis pas un sédentaire. Et j'aime, justement, j'aime aller voir là où je ne connais pas. Le problème, c'est pas ça. C'est que moi, je souhaite que chacun puisse avoir ce choix-là. Le couple dont tu parles, tiens, mais si on allait là-bas, on dit, ah non, mais ils y vont quand même, mais ils pourraient rester. Ils pourraient rester. Moi, je te dis, ça fait depuis, je sais que par exemple, 10 secondes, depuis 2016 que je ne retourne pas au Congo, parce que la dernière fois où j'y suis allé, j'ai été accueilli par des bombardements à l'arme lourde. Voilà, et c'est un pays qui structurellement, depuis 50 ans, vit une instabilité politique et sécuritaire, avec un pic depuis les années 90. Mais il n'y a pas 10% voilà. Quand il n'y a pas 10% des Congolais, mais il y a 50% de ma famille qui est... Et non, alors c'est le sud. Alors je vais être bref. Hein, quand mon père décide de quitter Brazzaville en 1973, personne ne comprend. Voilà. Mais à partir des années 90, où il y a eu 2 guerres civiles, c'est le mouvement. Il y a la moitié de la famille qui se retrouve en France. Voilà, je pense que ce serait pas. Alors aussi, on dit, je pense qu'en Côte d'Ivoire, effectivement, moi je suis allé la première fois à Abidjan en 2008 et j'ai dit, il y avait une assemblée où je devais m'exprimer et j'ai dit d'abord que j'étais très fâché contre les Ivoiriens parce que personne ne m'avait dit qu'Abidjan était aussi beau. Je pense qu'en tout cas en 2008, ça ne faisait pas sens de fuir Abidjan parce qu'ils avaient tout ce qu'il fallait, mais ce n'est pas le cas partout. J'étais à Abidjan en 1990. Si tu vas ensemble à Kinshasa, dans la plupart des quartiers de Kinshasa, il n'y fait pas bon vivre. Voilà, j'étais à Goma, il n'y fait pas bon vivre, et ainsi de suite. Alors, je pense que je suis d'accord avec toi, toute ma littérature est un éloge au mouvement. On va laisser Fauzi à trancher à propos du Non, mais non. Voilà, je déplore qu'il y ait des situations, malheureusement, et qui sont devenues dans beaucoup de régions d'Afrique structurelles, qui forcent les gens à partir. Ce n'est plus une question de choix. Mais alors, mouvement, racine, liberté de choix, en fait, c'est très ouvert en réalité. Moi, je pense que c'est une question de génération, de contexte historique. Moi, à l'époque où je suis partie en France, je suis allée pas du tout avec l'idée d'y rester. Je faisais partie d'une génération, les premières générations que Bourguiba m'a envoyé à l'école, et on voulait terminer notre thèse de doctorat là-bas. Et donc on y allait, on était des étudiants, et on n'était pas du tout étudiantes ou étudiants arabes et musulmans. On était des étudiants du tiers-monde. Et donc vous avez cette immigration. Donc moi je ne fais pas partie des premières immigrations donc, qui étaient faites d'ouvriers algériens, tunisiens, etc., qui se sont installés et dont les enfants sont appelés beurs, entre guillemets. Non, moi je suis née ici, j'ai un ancrage total ici, total. Je dis, la Tunisie, c'est le pays de mes racines. La France, c'est le pays de mon ouverture. Donc, je suis allée avec une culture qui a été acquise complètement, adulte, et je suis partie là-bas, et depuis, et en fait, je suis restée. Il y a d'autres immigrations, y compris donc l'immigration actuelle, qui est
l'immigration clandestine et qui n'a rien à voir avec les autres immigrations. C'est ça sur lequel les sociologues, nous on n'est pas des sociologues, même si je dis parfois la littérature c'est de la sociologie de la tendresse, elle y va d'une façon quand même beaucoup plus douce, mais les sociologues devraient étudier ça. Moi je vous dis la vie de vieux immigrés, les Chibani, parce qu'à un moment, je présidais avec un ami québécois d'ailleurs, il a lancé le café social. Et le café social, il en a lancé 2 ou 3, notamment à Belleville, qui a été inauguré. J'étais là. Et ben voilà. Et ben moi, c'était le premier café social. Voilà. Et ben moi, j'étais la présidente de cette association. C'est comme ça que le militantisme a commencé avec les Chibani. Je savais que ça allait venir un jour ou l'autre. C'est un copain qui a fait des photos, moi, vous avez des portraits. Exactement. Et donc, il a lancé ce café, et il est fait pour les Chibani. Mais pas seulement les Maghrébins, hein. Il y a les Subsahariens, il y a les Portugais, etc. Et donc, ils sont venus, très nombreux, et ils ont un service social, ils payent le café moins cher, et puis on les promène de temps en temps, ils vont sur les péniches, ceux qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, ils vont visiter le Louvre, parce qu'on dit la culture, ils ont accès, comme tout le monde, à la culture. Et par exemple, vous allez au café, vous parlez avec ces Chibani, mais ils ne veulent pas du tout entendre des nouveaux immigrés, de ceux qui arrivent maintenant, en disant oui, mais ils ne savent pas ce que c'est la loi. Mais il faut dire que, par exemple, moi j'ai assisté à ça à Belleville, et il y avait les premières vagues d'immigration après la révolution tunisienne, où donc des clandestins venaient et se mettaient dans la rue, sur le boulevard, et ils vendaient des choses. Et alors, quand la police, le flic français arrive, et il leur dit mais qu'est-ce que vous faites là et ils répondaient dégage. Donc ils n'avaient pas encore quitté cette rive. Et c'était leur façon de réagir. Ils disaient aux flics français dégage. Nous, voilà, l'économie parallèle, nous la ramenons aussi. Donc les Chibani disent non, nous on a tout fait, on a fait un effort d'intégration en quelque sorte pour qu'ils nous laissent tranquilles. Et voilà qu'eux, ils apportent en fait une autre mentalité, d'autres revendications et peut-être une autre façon de conjuguer le rapport à l'autre qui les étonne. Donc tout ça, il faut le voir. Hein. Il ne faut pas croire que tous les immigrés, par exemple en France, sont contents d'accueillir ceux qui viennent par la Méditerranée. Ça aussi, c'est une vérité qu'il faut dire. Donc, alors moi, je ne veux pas revenir à mon cas. Je vous dis, moi, j'ai fait partie d'une autre immigration qui n'est pas celle qu'on voit actuellement. Finalement, il y a le pays natal et le pays d'accueil. On peut dire des choses comme ça? Oui, je considère que c'est... De toute façon, c'est un pays... Moi, la France, c'est un pays qui m'a accueilli et qui m'a adopté. Et surtout, la France, c'est le pays de la langue française. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon dernier livre. En fait, j'ai beaucoup réfléchi, et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi tu es partie dans ce pays? Bon, tu as épousé un Français, tu as des enfants, je sais pas quoi, pourquoi tu es partie? Et j'ai trouvé cette réponse, disait-elle dans La Désir, et j'ai trouvé je suis partie pour elle. Et elle, c'est qui? Pour la langue française. Et qui est devenue, demeure une patrie, c'est là où je me situe. Mais ce pays-là, si vous voulez, c'est le pays, et j'aime me sentir étrangère dans ce pays. C'est-à-dire que je n'ai pas envie que la France devienne la Tunisie ou un pays arabe. J'aime l'étrangeté qu'il y a en moi-même, et j'aime la retrouver. Parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire le voyage? Si vous retrouvez les vôtres, si vous retrouvez les mêmes contextes, les mêmes gens habillés de la même façon, et poursuivant les mêmes rituels, disons publics, eh bien, moi je suis à la recherche d'autre chose. Je suis à la recherche de quelque chose qui me dépayse, et je crois que j'ai le droit à réclamer l'étrangeté qu'il y a en moi-même et le fait d'aimer l'étranger. Juste... Oui, allez-y. Juste par rapport à l'étrangeté, une anecdote. J'ai eu la chance de faire le Transsibérien en 2010, donc avec une quinzaine d'auteurs français, notamment un pédéiste de Brest. Et une fois qu'on est arrivé à Vladivostok, qui est un port militaire, hein, alors on était là en face de la mer du Japon, on fumait une clope, on ne parlait pas, et puis à un moment il dit, tu sais, Brest ou Vladivostok, c'est un peu la même chose. Alors, je vais faire mon gosse là, non? Alors, il y a plein de choses,
j'ai entendu plein de choses, notamment sur, en fait, la migration est simple, ce n'est pas un débat pour moi. D'accord? Ce n'est pas un débat. Ça, on ne peut pas enlever ça des gens. Donc, visiblement, c'est ce que je dis depuis le début. L'accueil de la personne qui migre, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et c'est là que moi apparaît mon espèce de posture marxiste, en fait, qui est le truc de la paresse, le truc de la paresse des gens qui veulent que ceux qui viennent leur ressemblent, ou bien qu'ils s'intègrent. Ou bien qu'ils s'intègrent, tu vois, qu'ils fassent comme le gars qui a bougé, même s'il donne l'impression de reproduire la vie qu'il a laissée ailleurs, c'est fini, il est déjà mort, il a déjà tout changé. Il a déjà tout changé. Et la grande facilité, surtout pour ceux qui sont venus avant, c'est d'avoir une position sociale. Et c'est systématique, hein. Et dans l'histoire, les positions sociales sont des espèces de couches comme ça, successives, un peu comme des couches géologiques, dans laquelle celui qui est venu avant, ensuite, il ramène toujours les mêmes clichés qui veulent que, ouais, non, ça, c'est pas comme nous. Ça, finalement, c'est pas comme nous. Alors que ce qui est justement intéressant, c'est que chaque nouveau venu vient avec sa spécificité. C'est pour ça qu'on distingue les strates. Et finalement, la sédimentation, dans le terrain, on voit qu'il y a ça, il y a le Crétacé, il y a le machin, tout ça. C'est ça qui donne la nation. C'est tout le contraire. Clairement stratifié. C'est ça qui donne le truc. Les Tunisiens des années 50, moi j'habite à Belleville depuis 99, donc ça commence à faire. J'ai quitté Belleville qu'en 2012. Mes enfants y sont encore. Ils sont à l'école publique et tout ça. Donc c'est vraiment le café social dont tu parles. Je vois exactement, je me rappelle très bien les premiers trucs, les premières sorties au Louvre et tout ça. Je me rappelle tout ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est indépendant du lieu d'où tu viens ou bien de la culture d'où tu viens. En fait. Dès que tu bouges, c'est mort. Dans mon camarade papa, ce que je dis souvent, c'est qu'à partir du moment où le premier Français a mis son pied sur la plage de Massal, il a tué Zola, Hugo, les Vercingétorix et tout ça. Et à partir du moment où le premier négro l'a vu, il a tué tout, quoi, Soundiata Keïta, les Congo, tout ça. Il a fabriqué un truc nouveau. Et quel que soit le comportement méprisant ou bien d'accord, ou peu importe, c'est fini, c'est déjà mort, c'est déjà trop tard. Et même la langue qui est un appel, tout ça, mais le fait que je sois déjà à Paris, j'ai tué la langue des Parisiens. J'ai tué le français. L'académie n'est plus à Paris. Et la Kinshasa, Yaoundé, tout ça. Donc il y a ce truc-là entre le distinguo à faire entre la quintessence du mouvement et puis la capacité d'accueil. Et la capacité d'accueil est soumise, juste pour finir, est soumise toujours à la facilité de la position marxiste, quoi, qui veut que finalement, ce qui compte, c'est ta position dans la société, mais peu importe la couleur en fait en réalité, parce que ça ne change pas le regard sur le nouveau venu, puisque dès qu'il y a un nouveau venu, toi tu montes sur la strate au-dessus et que tu as envie de préserver. C'est un peu ce truc, cette nuance-là que je veux introduire. Très bien. Alors, on va écouter Wilfried Ndinsogueye, et puis après, on ouvre un peu la conversation. J'ai l'habitude de le faire rebondir. Alors, c'est quand même une sacrée hécatombe qu'il nous propose là, ça fait un tas de tuer. Et alors, j'aime bien la référence à la géologie, parce qu'on a un phénomène très intéressant en géologie, on appelle ça non, je l'avais en tête, je l'ai perdu. Non, c'est le métamorphisme de contact. Voilà. Alors c'est un phénomène vachement bon. On a deux couches comme ça qui sont l'une au-dessus de l'autre, et les mouvements au centre de la Terre font que ça bouge, et elles entrent en contact. Et au lieu de contact, on n'a plus une couche plus une couche, on a une nouvelle couche. Voilà, c'est très beau. Et je pense aussi que c'est un peu l'accueil, le contact chez les êtres humains se fait de cette manière.
Maintenant, c'est important aussi de souligner que ça n'est pas simple et c'est très long. Voilà, malheureusement, on est un peu entre deux fronts. On a les identitaires en France ou d'autres phénomènes de ce genre qui sont dans la crispation, dans le rejet, et de l'autre côté, on a la bien-pensance, tout le monde est gentil. Non, moi je pense que, vous savez, c'est comme en couple. Alors déjà, on s'aime, on a décidé de vivre ensemble, mais on est tous adultes ici, ça va être dur. Alors, que se passe-t-il quand on ne s'aime pas forcément, quand on ne se connaît pas, et qu'on n'a même pas décidé de vivre ensemble? Ça va être difficile. Et moi, je regrette beaucoup qu'on oublie de le préciser. L'accueil, c'est quelque chose d'important, l'hospitalité, c'est important, mais c'est difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Voilà, donc si on pouvait intégrer ça dans les discours, je pense que ça se passerait mieux. Oui, c'est pas vécu à Belleville, mais à la Goutte d'Or. Et j'ai quitté la Goutte d'Or parce que c'est impossible. C'est impossible à vivre au quotidien. Très bien. Alors nous, les couches, c'est très compliqué parce que si vous allez à Carthage, vous pouvez faire un pas, vous êtes au IIe siècle, et vous faites un autre pas, vous êtes au 8e siècle avant Jésus. Puis après, vous revenez au IIe siècle. Vous pouvez vous amuser comme ça toute la journée. Alors, je ne sais pas si quelqu'un voudrait s'exprimer. Ça fait 15 ans. Non, ça fait académie, là. C'est que j'ai fait géologie, moi. Moi aussi, ça fait 80. Oui, je fais géologie. C'est une géographie, mais je donne un cours de géographie. Je vais tellement plus que Est-ce que quelqu'un voudrait s'exprimer, poser une question ou bien faire un commentaire? Non, alors on continue géologie. Mais non, mais ce que vous dites est important parce que en fait, l'accueil d'hospitalité, c'est aussi une distance à faire vers celui qu'on accueille. Et parfois, ça peut s'avérer très compliqué. Oui, et alors moi, je réfléchis beaucoup à la question et c'est pour ça que j'aime pas. Je pense que des concepts comme racine, ancrage, nous font beaucoup de mal parce qu'elles nous empêchent justement de considérer le changement, le mouvement non pas physique, mais intellectuel, de valeur sociale, tout ce qu'on veut, comme quelque chose de positif. Voilà, je n'ai pas de racines, j'ai des jambes et je suis constitué d'un héritage. C'est quelque chose qui se construit au jour le jour. Et ce qui fait que je peux être à même d'accueillir quelque chose que je ne connais pas et que je n'ai pas besoin de m'inquiéter, que ça va me dénaturer, que ça va me déraciner. Voilà. Et je pense aussi qu'en l'occurrence, moi je propose vraiment des réflexions qui se font sur ce genre de concept. Mon pays, mes racines, mes origines. Alors si j'emprunte un peu le langage de Gauze, je dirais que ce sont des conneries. Ça va, ça? Voilà, mais je pense que c'est... Et pour cette humanité qui est très vaste et diverse, je pense qu'on a besoin aussi de nouveaux concepts d'identification. Des concepts beaucoup plus souples et beaucoup plus dynamiques, qui intègrent le changement et le mouvement. Eh bien, alors il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. Je me défoule là. Alors, juste quelque chose sur lequel j'aimerais intervenir, en fait, par rapport à la notion d'accueil des migrants, et avec ceux qui sont venus, disons, en pionniers et qui reçoivent leurs autres compatriotes qui viennent. Je ne vois pas trop l'idée comme étant il y a un refus total de ces personnes-là et ils sont dans une logique de donner des leçons et voilà, de dire ils devraient se comporter tel ou tel. Je vois plus ça comme étant un côté de protection, de ne pas leur faire vivre ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Donc ça, c'est un partage d'expérience. Et donc là, c'est une manière de les intégrer d'une manière plus, peut-être, à mon avis, plus subtile. Ne pas leur faire vivre les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, ce même sentiment
d'inacceptation. Donc voilà, on va dire, il faut, attention, voilà comment il faut se comporter, pas forcément, c'est juste disons des grandes lignes, hein. Voilà ce qu'il ne faut peut-être pas faire, les garde-fous, pour être mieux intégré. Donc, je pense que c'est une sorte d'accueil dans l'accueil, plus que, voilà, on est là les premiers, on est dans une position où on est peut-être privilégié, et limite, nous-mêmes, on se sent dans le front français, et vous n'êtes pas les bienvenus. Oui, alors moi je suis le fossoyeur du concept d'intégration. Je pense que ça fait pas sens. Et j'étais très content, j'étais à Toronto il y a un mois de ça, et des Canadiens m'expliquaient que au moment de la cérémonie de naturalisation, donc quand on devient Canadien, l'État canadien remercie le nouvel arrivant pour la richesse qu'il apporte au pays. Et je trouve ça très beau. Ouais, en général, quand il y a intégration, il y a arnaque. Vraiment, c'est vraiment le truc autour de ouais, il faut boire du vin et puis manger du fromage et bien parler la langue. Voilà, il faut que tu nous ressembles. Justement, alors que, par exemple, une nation comme la France, que moi je connais, hein, après je connais deux, trois grands pays, mais dont la France, une nation comme la France, c'est construite sur autre chose que ça, sur justement l'accueil de la diversité. On est en 2019, c'est les 80 ans de la retirada. Le truc, les Espagnols et tout ça qui sont remontés en Espagne et tout ça. Les mecs, ils avaient les mêmes 2000 ans de culture judéo-chrétienne. Voilà quoi. Et ils ont été accueillis exactement comme les Harkis en 62. C'est-à-dire parqués dans des trucs, machin, tu vois. Et donc ça marche pas, cette histoire d'intégration. On n'en parle que pour ceux qui ne sont pas visiblement intégrables. Donc dans le truc. La France, c'est un exemple magnifique, justement, de non-intégration. Et c'est ça qui est beau. Nicolas Sarkozy et de Nagui Bosca, c'est le fils de Mamadou et d'Abdelkader. C'est vraiment quoi. Au moment où il est élu président, c'est pas son arrière-grand-père, c'est son père qui est venu à pied de Hongrie jusqu'en France. Au moment où il est élu président, personne ne dit que son père est étranger. Absolument. C'est-à-dire jamais le truc ne vient, quoi. Ou bien Manuel Valls, lui-même, ça fait tellement peu longtemps qu'il est là, il est même né. Sa carte de sécurité sociale commence par 99, comme celle de Wilfried de moi. Personne ne souligne qu'il est né ailleurs, et lui s'appelle Manuel, lui l'autre s'appelle Wilfried, moi je m'appelle Armand. Donc techniquement, au nom de la Sainte-Loi Zemmour, on est beaucoup plus intégré techniquement, hein. Mais personne n'évoque ça. Absolument personne. Mais imagine le fils d'Abdelkader ou de Mamadou. Tout ce qu'on aurait ramené sur la capacité d'intégration, de bouffer du porc, des machins comme ça. Donc voilà, alors, tu vois, c'est Griezmann, voilà, c'est des Finkelkraut, c'est pas très gaulois, quoi. Finkelkraut, c'est pas très gaulois, mais ça ne pose de questions à personne. L'intégration ne la ramène que pour arnaquer tout le monde sur la colorimétrie. Ce qui fait visiblement... J'ai vu un film qui m'a édifié. En 99, j'arrive en août. En septembre, là, je vais dans le sud, là. Donc les gars, les vieux, ils m'aiment beaucoup. Donc je traîne souvent avec les vieux. Donc ils me disent, ouais, mais voilà, montre-nous des films africains. Donc on regarde des films africains. Et ils me montrent des films français pour me dire c'est quoi le sud de la France et tout ça. Et ils me montrent La femme du boulanger, Marcel Pagnol. Incroyable film. Je n'ai jamais, de mon vivant, et j'en ai bouffé des kilomètres de films, je n'ai pas vu film plus raciste, plus misogyne que ce truc-là. Marcel Pagnol, soin Marcel Pagnol. Dans le sud, les criquets, machin, et tout ça. Non. La femme du boulanger, Pomponnette, la chatte, et puis la femme du boulanger qui s'en va avec un piémontais. Tout ce qu'on peut dire,
tout ce qu'on peut imaginer comme cliché raciste sur les Arabes ou les Noirs aujourd'hui sont sur le pimenté. Et le film en noir et blanc, donc il ne sait même pas qui est le méchant, quoi. Il y a des blancs qui sont tous blancs, quoi. Incroyable. Et aujourd'hui, tout le monde a oublié ça. Et d'ailleurs, les racistes du sud de la France sont les héritiers de Pagnol. Ces Piémontais, ces Italiens, machin, qui voilà. Personne ne leur demande. Ils sont arrivés dans les Vosges ou bien dans le Vercors avec leurs pâtes au fromage. Personne ne leur demande ça. Ne leur dit, ah, mais vous êtes intégrés. Non, non. D'accord? Donc, chaque fois qu'on entend ça, il y a une arnaque un peu derrière. Et c'est une façon de masquer la colorimétrie qu'on ne veut pas voir dans le tableau de la France fantasmée gauloise. Voilà. Après, alors je pense qu'il y a des questions beaucoup plus, je dirais, pratiques qui se posent par rapport à l'accueil. Pour ce qui est des gens qui vivent des traumatismes jusqu'à traverser la Méditerranée et arriver sur les côtes italiennes, ou françaises, enfin sur italiennes, il y a des questions purement psychologiques qui se posent. C'est beaucoup plus difficile d'accueillir des gens traumatisés parce qu'ils ont vécu des horreurs sur la mer, ils ont vécu des horreurs en Libye, au Niger, partout. Voilà, c'est des questions très pratiques qui demandent aussi des investissements. Il faut qu'il y ait des psychologues, il faut qu'il y ait des gens compétents. On note aussi que c'est beaucoup plus... ça se passe de manière beaucoup plus pacifique quand il s'agit de familles. Voilà, des familles avec des enfants en bas âge qui vont être scolarisés. Voilà, donc il y a tout de suite un tissu social qui va se créer autour de cette famille-là. Les jeunes adultes célibataires, j'étais dans une petite ville de région centre, c'est un problème. Parce qu'on a là, il y avait une centaine de jeunes hommes qui ne peuvent pas travailler dans une petite ville. C'est vrai, ce sont aussi des jeunes hommes qui très vite auront des besoins. Ça crée une atmosphère de suspicion. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a malheureusement dans les... Non, mais c'est une question très pratique. Si on regarde derrière les discours politiques et le bavardage médiatique, pas le tien, hein, bien sûr, mais de la presse, des news, tout ça, il y a la question de l'accueil des migrants demande des interrogations basiques et des solutions complexes. Parce qu'il s'agit justement de populations qui ne sont pas des aventuriers romantiques. Ce sont des gens qui ont des problèmes. Tout à fait. Oui, juste que moi j'aime bien la comparaison que tu as faite avec la notion de couple. Parce que, et cette querelle du couple, et moi j'aime bien ça. Je crois que le rapport de la France avec ses immigrés est passionnel, notamment avec les Algériens. Et donc il y a de l'amour, il y a de la haine. C'est ça, ce n'est pas rien. Et c'est ça le modèle, qui n'est pas du tout le modèle anglo-saxon, communautariste, où vous êtes musulman, où vous faites votre mosquée, on s'en fout, on ne vous regarde pas. Je pense qu'il n'y a pas d'altérité. Et qu'il n'y a d'altérité que quand on se prend la tête, qu'on se cogne parfois, et qu'on arrive à quelque chose. Et je pense que cette exception française, par exemple, de la laïcité, moi, personnellement, je la défends, et je trouve qu'il faut absolument la défendre. Parce que quand vous avez des gens qui arrivent, et ça, il faut le dire, sinon on est en dehors de la problématique française, hein. Sinon on laisse la place à d'autres, comme vous le savez. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui arrive, moi je dis, la France, elle est hospitalière depuis toujours, il faudrait qu'elle le reste. Qu'elle se batte avec nous, on va se battre avec elle, mais avec des moyens nobles, pas avec... Quand vous avez des gens qui arrivent maintenant et qui exigent que leur femme n'aille pas chez un médecin homme, ce n'est pas possible. Quand vous exigez des espaces séparés hommes-femmes, ce n'est pas possible. Quand vous êtes dans une entreprise et que vous refusez de serrer la main à votre collègue femme parce qu'elle est femme, ce n'est pas possible. Donc moi je dis, il faut que la France soit claire, c'est simple. Elle accueille,
il faut qu'elle s'habitue qu'un arabe ou un noir peut être un patron, qui peut hiérarchiquement être supérieur. Et tant que nous sommes là avec nos compétences, avec nos savoirs, c'est toujours une richesse, mais nous sommes là aussi en respectant notamment cette laïcité qui, moi ce que j'aime bien, c'est que voilà, tout le monde c'est kiff-kiff. Il n'y a pas musulmans, juifs, machin. On va à l'école de la République et on est les mêmes. Et après chez nous, mais on fait... Il n'y a pas de problème, moi j'écoute Tom Kaltoum, je fais mon couscous, c'est pas ça qui... Voilà, mais il y a une société dans laquelle on s'engage. Il y a une exception française qui s'appelle la laïcité, et qui, nous, les femmes, c'est elle qui nous protège. Parce que si on nous laisse aux religieux, c'est fichu. Parce que eux, ils nous feront de nouveau les tribunaux, les machins, etc. Et au nom d'une culture, parce que vous savez ce que c'est maintenant, le féminisme islamique, le féminisme culturel, c'est-à-dire la culture est à moitié religieuse, surtout dans le féminisme. Donc il faut faire attention, parce que si nous ne disons pas, toi et moi, ils vont dire, ah mais de toute façon, ils sont toujours dans le discours de l'ex-colonisé, ils se plaignent, etc. Non, nous sommes conscients, et nous sommes dans cette dynamique où on veut qu'il y ait une vraie rencontre, et on veut dire que nous ne sommes pas des victimes. Si on veut des partenaires à égalité, eh bien, nous reconnaissons, et vous reconnaissez, ce qui n'a pas marché pendant des décennies sur l'immigration. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr que dans le détail, vous trouvez toujours des racistes autour de vous, mais si vous arrêtez à ça, il faut aller plus loin, plus intelligemment, et je pense qu'il y a un respect qu'on doit, quand vous venez en Tunisie, on va dans certains pays, il y a des choses qu'on respecte. Eh bien, ce pays-là est un pays sur la laïcité, en tout cas moi, je ne transige pas. J'avais même écrit dans Libération qu'il faut faire signer une charte. Voilà, il est hors de question que je demande telle et telle chose qui sont de l'ordre du religieux et dans lequel, à chaque fois, les femmes sont les victimes. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de terminer avec quelques commentaires sur un mot qui n'a pas du tout été prononcé lors de notre conversation, mais qui se trouve dans le titre du livre. C'est le mot frontière. Et je crois que cette notion de frontière pose également problème. Alors, je ne sais pas si vous auriez un commentaire là-dessus, ça nous permettrait de finir le tour du bouquin. Je dirais juste un mot, ce n'est pas une question à poser aux écrivains. Ils sont hors frontières. Oui, c'est des choses, je te dire que voilà, les premiers mots de mon texte balaient la notion de frontière. Mais bon, je défends cette idée. Alors, il se trouve que, comme je suis citoyen français, je vais partout. Donc, je suis conscient que pour la plupart des êtres humains, les frontières sont un problème, mais ça ne devrait pas l'être. Juste pour finir, j'ai connu, moi, l'époque où, quand on partait de Paris pour aller jusqu'à Berlin, on traversait 4 postes de douane. 4 postes de douane. C'est un bonheur que maintenant on puisse aller de Gibraltar jusqu'à la frontière polono-ukrainienne sans passeport. Donc, moi, dans mon dernier livre que vous avez cité, à 3 reprises, je parle du peuple de la terre parce que j'y crois, vraiment. C'est pas pour demain, mais ce sera un jour, j'espère. Bon, moi il y a longtemps, moi il y a longtemps, j'avais cette vision aussi poétique de la frontière en fait, et il n'y a pas très longtemps, je me suis pris la tête avec ma fille et mon fils, sur 16 ans et 15 ans, à l'époque ça avait 15 ans et 18 ans, maintenant 16 ans et 19 ans, et il y a quelque chose que, donc évidemment je partage votre point de vue, que le peuple de la terre et tout ça. Et ma fille m'a expliqué un truc, mais vraiment, c'était une parole d'adolescent, quoi. Elle m'a dit, mais papa, ouais, mais ton truc là, concrètement, ça marche pas. Parce que de toute façon, ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc comme on n'arrive pas à s'entendre sur ce qui ne va pas, entendons-nous sur ce qui va avec les frontières. Et vraiment, la vilaine, quoi, elle m'a vraiment foutu une claque. Elle me dit, mais qu'est-ce qui va avec les frontières la plupart du temps? C'est le droit. La frontière fabrique du droit. Et paradoxalement, dans les faits, les droits se ressentent beaucoup. En tout cas, après, sauf l'exception, quoi. Donc le droit de vie, l'égalité homme-femme, techniquement, c'est fabriqué dans le droit, quoi.
Et ça, c'est souvent les frontières qui fabriquent ça, en fabriquant de l'administration, du droit, de la laïcité, des choses comme ça. Et que peut-être que si ça explose, et là, bim, elle me sort l'Union européenne. Aujourd'hui, tu es tout le temps en train de manifester, papa, sur la dérégulation et blablabla, blablabla, machin. Et donc, mais par contre, dedans, il y a du droit, machin, elle me parle des véganes, de l'exception culturelle française et tout ça. Bon. Donc depuis, je suis troublé par la position de ma fille, et je crois qu'il y a, donc le coup je fais mon Wilfried sondé, il y a une position, il y a un truc plus complexe à fabriquer dans cette vision de truc. Tu pourras dire ça à ta fille. Si elle lit Nerval, les fils de feu, à un moment donné, Nerval raconte qu'il prend une calèche à Paris et qui va jusqu'à Melun. C'est 40 km. Il arrive à Melun, les gendarmes le contrôlent, il n'a pas son passeport, il passe la nuit en prison. Ça nous paraît complètement ridicule. Et encore une fois, aujourd'hui, tu peux aller de Gibraltar jusqu'à la frontière polonaise-ukrainienne sans passeport. Et ce n'est pas une zone de non-droit. Hein. Voilà, et peut-être que je pourrais ajouter en guise de conclusion qu'il y a très longtemps, au IIe siècle, à l'époque d'Adrien, en Tunisie, il y avait au sud, aux confins du pays, le limes tripolitanus, qui nous séparait de la Tripolitaine, et que notre frontière se terminait au mur d'Adrien, en Angleterre. Et c'était le même espace géopolitique. Avec du droit. Avec du droit, bien entendu, c'était la Pax Romana de l'époque. Et je crois qu'on a eu une très belle conversation, mais vous n'avez pas été très... Bon, évidemment, cause... Oui, c'est beau, ils sont pas comme ça, en concert. Moi, je peux te contredire, toi, je peux. Pardon? Juste un petit mot, alors pour contredire Pagose, mais Wilfried. Non, c'est pas pour le contredire, mais juste quand même pour parler des contradictions des nations et de l'intégration. Tu parles du Canada et de l'idée qu'on dit « Ok, bienvenue, merci pour ce que vous apportez ». Moi, j'ai la nationalité canadienne, je ne sais pas si ça a changé, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, pour devenir Canadien, il faut encore prêter allégeance à la reine d'Angleterre. Accessoirement, oui. Quand même. C'est un vieux machin. Mais c'est quand même étonnant, cette contradiction-là. Ouais, tu vois, c'est quand même étonnant. Voilà. Merci beaucoup. Merci madame, merci messieurs. Et bonne continuation. Donc on se retrouvera bientôt pour notre rencontre à l'UIFT. Merci. Comment? Bien, je sais pas.